Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce second épisode consacré à la réception universitaire de la poésie de Jean Genet. On va commencer en 1952 avec la parution du premier ouvrage universitaire jamais consacré à l'œuvre de Genet. Il s'agit du Saint-Genet comédien et martyr de Jean-Paul Sartre. En fait, ce livre de 700 pages est issu d'une série d'entretiens entre les deux hommes. Jean Genet est encore jeune en 1952, il a 42 ans. Et en fait, ce qui est intéressant avec cet ouvrage de Sartre, c'est que ça va constituer l'introduction aux œuvres complètes dans Jean Genet chez Gallimard, à la collection Blanche. Une introduction de 700 pages et qui va prendre en fait tout un volume. Et puis évidemment, symboliquement, c'est aussi important que Sartre donne son nom, alors que Genet n'est pas encore très connu, à l'introduction de cette œuvre-là. Et en fait, ce Saint-Genet comédien et martyr, ça va devenir un vrai monument des études génétiennes. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, lorsqu'on lit une étude un peu longue consacrée à l'œuvre de Genet, on va forcément citer Sartre. Forcément. C'est une espèce d'impasse qu'on ne peut pas faire. On connaît tout ça à l'université, il y a des espèces de références comme ça, à côté desquelles on n'a pas vraiment le droit de passer. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'on le donne souvent comme porte d'entrée dans les études genétiennes aux étudiants qui commencent à s'intéresser à Genet. Donc vraiment c'est un incontournable, et puis ensuite les universitaires vont se positionner pour, contre, nuancer, bref, peu importe, mais on est obligé de se positionner par rapport au Saint-Genet. Et dans ces 700 pages, combien de pages consacre-t-il à la poésie ? 24, c'est extrêmement peu. Et on va voir qu'elles sont extrêmement dépréciatives et vont fonder une forme de doxa universitaire qui, encore aujourd'hui, semble prévalente. Le premier argument de Sartre, c'est de dire que, en fait, Genet, en écrivant Le Condamné à mort, apprend à communiquer, mais c'est un peu un onaniste solitaire qui accoucherait de monstres. Eh bien, c'est méconnaître la généalogie exacte de l'écriture du Condamné à mort, puisqu'elle intervient après le début de l'écriture de Notre-Dame des Fleurs, qu'au contraire, Sartre va trouver extraordinaire. Évidemment, Sartre n'avait pas accès à ces données-là, et nous, si, mais ça permet déjà d'invalider ce premier argument. Sartre dit ensuite, et ça va souvent être repris, que la vraie poésie dans l'œuvre de Genet se trouve dans sa prose, et que le vers de Genet est un peu mécanique. Et là, en fait, il va établir la filiation entre Genet et René de Buxeuil, qui a été son tuteur lorsqu'il était adolescent. C'était un chansonnier aveugle très célèbre, auprès de qui peut-être Genet a appris à écrire des vers, et donc pour lui la chanson populaire, ce n'est pas de la vraie poésie évidemment, et Genet en fait serait trop proche de ce modèle-là. Sartre se réfère ensuite à la scène dont on avait parlé dans le premier épisode, où Genet raconte avoir composé ce poème quelque part pour échouer, et ça va aboutir à une tentative de communication ratée, puisque ses co-détenus vont se moquer de lui. Or, pour lui, ce sabotage empêche l'acte de communication qui serait constitutif de la parole poétique. Ensuite, et ça c'est quand même plutôt quelque chose qui se défend, il dit que la poésie de Genet serait constituée de blocs sonores, un peu emboîtés les uns dans les autres. Certains sont très beaux tout seuls, ils fonctionnent seuls, et d'autres en fait sont entrelardés pour faire fonctionner la strophe d'une manière syntaxique. Il donne des exemples très précis de strophes, il est vrai qu'ils sont un peu ratés dans l'ensemble. Mais en même temps, il faut se rappeler que la poésie de Genet, enfin les poèmes de Genet sont très très longs, et que quelques vers ratés, on peut peut-être les lui pardonner. Sartre affirme ensuite que la vraie poésie, la vraie, est intraduisible. Or, celle de Genet le serait parce qu'elle serait didactique. J'avais un petit peu du mal avec cet argument parce qu'en fait j'avais l'impression qu'on avait une définition ultra essentialiste de la poésie et que c'était méconnaître les sources de Genet qui seraient plutôt pris à la poésie renaissante et médiévale et à l'épopée, donc pas forcément des poèmes intraduisibles. Ensuite, il liste un petit peu tous les emprunts que Genet fait à des tas de poètes comme Valéry, Mallarmé, Verlaine, Baudelaire, Hugo, et pour lui, ce serait le contraire d'une poésie intuitive parce que ce serait une espèce de machinerie très sciemment mise en place avec des petits emprunts pris ça et là. J'avais aussi du mal avec cet argument puisque en fait il y a plein de très grands poètes qui font la même chose, à commencer par Aragon qui défend ça en fait dans ses arts poétiques. La reprise, l'emprunt, volontaire ou non. Et pour terminer, pour Sartre,
En fait, la poésie annoncerait les futurs thèmes de la prose, et la prose serait supérieure à la poésie. Ça peut se défendre, mais en même temps, c'est une lecture rétrospective. C'est-à-dire une lecture de la poésie de Genet à la lumière de ce qui est venu ensuite dans son œuvre. C'est peut-être un petit peu dommage. Est-ce qu'on n'a pas le droit de lire cette poésie indépendamment, en fait, de l'ensemble formé par l'œuvre de Genet. Enfin voilà, ça ce sont les quelques arguments repris dans le Saint-Genet comédien et martyr et qui sont partagés finalement par beaucoup de chercheurs et de chercheuses et qui vont peut-être les empêcher de se tourner vers cette poésie didactique, artificielle, le contraire d'une poésie intuitive, finalement vraiment pas de la poésie. Alors, qui parle de la poésie de Jean Genet dans les études genétiennes ? Les biographes, évidemment, puisqu'ils sont obligés de refaire l'itinéraire de Jean Genet. Parmi les biographes, on a Edmund White, avec la biographie dont je vous ai déjà parlé, qui est un classique. On a aussi Jean-Bernard Morali et Arnaud Malgorn. Voilà. Sinon, les autres genésiens vont parfois ponctuellement utiliser des vers de poèmes à titre de citation thématique. En fait, on a une exception notable, c'est un article d'Audrey Gilles paru en 2007, qui s'appelle La poésie du phallus dans le condamné à mort de Jean Genet. Et pour elle, en fait, les alexandrins de Jean Genet, dans toute leur rigidité, seraient mimétiques de la forme du phallus. Au début, j'avais l'impression que c'était un article un peu psychanalytique, mais il y a des choses intéressantes dedans. Pour la chercheuse, si Genet étouffe son poème sous une profusion de vocabulaire floral, c'est pour une raison bien précise. En fait, c'est pour mieux souligner l'écart entre ce vocabulaire des fleurs qu'il reprendrait à la poésie lyrique hétérosexuelle la plus classique dans sa scène d'énonciation, et d'autre part, l'érotisme homosexuel sulfureux qu'il met en place thématiquement. Et en fait, cet écart-là entre deux registres qui ne devraient pas se rencontrer, ça permet, contrairement à ce que dirait Sartre, de jouer avec une filiation, une double filiation, ici poétique, et Genet le ferait de manière très consciente. Bon, voilà tout ce qui concerne la poésie de Genet dans les études genésiennes. Mais pourtant, quand on gratte un petit peu en fait dans les différentes études sur Genet, on se rend compte que nombreux sont les universitaires à l'appeler le poète. Genet lui-même ne s'est jamais autoqualifié que de poète, jamais de romancier ou d'autre chose. On peut penser par exemple à la thèse de Marie Redonné, Jean Genet le poète travesti, dans lequel elle l'appelle le poète pendant toute la thèse, sans jamais citer un seul de ses poèmes. Et en fait, c'est rigolo et paradoxal d'appeler poète, depuis les études universitaires, une personne qu'on n'étudie jamais en tant que poète, bien que son œuvre soit assez difficilement classable du point de vue générique. On pourrait rétorquer que c'est parce que la prose de Genet est très poétique. Oui, mais est-ce que d'autres écrivains réputés pour leur prose poétique ont été qualifiés à longueur d'études universitaires de poètes ? Donc il y a quand même une espèce d'idée d'un Genet poète dont on n'étudierait pas la poésie. Pourtant, l'œuvre de Jean Genet est connue du grand public par sa poésie, et notamment par les très nombreuses versions musicales du Condamné à mort, qui est, il me semble, un des poèmes du patrimoine français le plus chanté. C'est-à-dire qu'entre 1952 et aujourd'hui, on a plus de 18 versions par un certain nombre d'artistes, certains très grand public et d'autres plus confidentiels. Alors je vais pas m'amuser à énumérer toutes les versions que j'ai trouvées sur internet, mais je vais vous parler de certaines d'entre elles qui valent la peine d'être écoutées. Alors la première en 1952, année de l'apparition du Saint-Genet, c'est la version de Mouloudji, qui est un poète franco-algérien qui a aussi traduit la Bible. C'est une musique concrète d'André Alvaro qui va accompagner la mise en musique avec des grincements et une ambiance très inquiétante. En 1962, on a la version d'Hélène Martin dont la composition musicale va être reprise par beaucoup d'artistes. En 1970, Marc Augeret qui a beaucoup chanté les poètes, Aragon aussi. On aura ensuite en 97 Étienne Dao, chanteur grand public, qui va reprendre une partie du Condamné à mort qu'il va appeler Sur mon cou. C'est un extrait très lyrique et un petit peu expurgé de sa charge homosexuelle. En 2010, il va même faire un album entier en reprenant l'intégralité du Condamné à mort avec Jeanne Moreau. En 2006, Raphaël va reprendre Sur mon cou, donc l'extrait chanté par Étienne Dao,
dans des concerts acoustiques au Théâtre du Châtelet. Ensuite, on aura en 2013 les Tête Red, qui vont faire une lecture instrumentale dans leur album Corps de mots. En mars 2015, et ça c'est ma version préférée, non, en mai 2015, pardon, le groupe de rap grenoblois Les Cheval Hongrois va faire tout un album à partir du Condamné à mort. Alors les Cheval Hongrois, c'est vraiment très chouette. Ils ont aussi adapté Desnos, Ferré et d'autres, me semble-t-il. Donc ils vont faire un album Condamné à mort, Chant d'amour, et ils vont même faire un film noir et blanc pour l'accompagner, qui va très fortement évoquer le film de Jean Genet. Et j'ai trouvé aussi, en août 2020, une version du rappeur Hector Balis, qui n'avait, en tout cas quand j'ai regardé sa version, que 446 vues sur YouTube, alors que c'est très très chouette, donc je vous conseille d'aller le voir. Alors qu'est-ce qu'on trouve en grattant sur le web, de la part de lecteurs profanes de la poésie de Jean Genet ? Déjà, c'est une poésie qui est souvent invoquée pour penser des problématiques proches du genre ou de l'homosexualité. Parfois, on la compare au travail de Pierre et Gilles, pour le côté un petit peu kitsch. Mais surtout, et ça je l'ai fait récemment, je l'avais pas fait dans le cadre de mon mémoire, je suis allée voir sur des sites des réseaux sociaux de partage culturel, comme Babelio ou Sens Critique, pour voir un petit peu en fait le nombre de lectures de chacune des œuvres de Genet. Et c'était instructif en fait. Sur Sens Critique comme sur Babelio, c'était toujours Notre-Dame des Fleurs qui avait le plus de notes, comme on dit sur ces sites-là. Mais Le Condamné à mort et autres poèmes arrivaient en seconde position, donc avant les pièces de théâtre. Il y avait parfois des petites exceptions pour les bonnes parce que c'est devenu une œuvre beaucoup étudiée dans le secondaire. Mais voilà, en tout cas, Le Condamné à mort vient avant Miracle de la Rose, vient avant Le Captif amoureux, vient avant Les Paravents, qui est aussi une pièce très connue. Donc ça signifie quand même que la poésie de Genet est très lue, plus lue que la plupart des autres parties de son œuvre, bien qu'elle ne soit pas étudiée. À ce stade, je trouverais intéressant qu'on fasse un petit bilan des différentes causes qui ont pu participer à cette invisibilisation de la poésie de Jean Genet dans le champ universitaire. On a des causes matérielles et des causes plus symboliques liées à l'autorité des personnes qui ont émis leur opinion. Parmi les causes matérielles, on pourra d'abord trouver la précarité des conditions d'édition de la poésie de Genet. Comme on le disait dans le premier épisode, c'était des tout petits tirages, clandestins, sur du papier tout pourri, c'était de l'auto-édition au départ. Donc l'itinéraire éditorial de ces poèmes au départ était très morcelé, et ça n'a permis de toucher qu'un tout petit public de lettrés. Bon, ensuite ça a été repris en charge par l'édition, mais on ne peut pas minorer cette partie-là. Ensuite, en fait, on a, toujours dans les raisons matérielles, des questions de densité. En fait, Genet a écrit beaucoup plus de pièces de théâtre et de romans récits que de poésie. Dans ses œuvres complètes, la poésie prend une place très restreinte. On a aussi des choix éditoriaux. Par exemple, très longtemps, la collection de la Pléiade n'a contenu que le théâtre de Jean Genet. Et comme je le disais, je crois dans l'introduction, pendant longtemps, les études genétiennes se sont focalisées sur son théâtre. Le Genet romancier a été propulsé par une querelle médiatique. C'était une critique de François Mauriac qui portait sur le journal du voleur. Donc en fait, les médias se sont saisis de la personne Genet à partir d'un roman. Ensuite, on peut postuler aussi que les très très nombreuses mises en scène du théâtre de Genet ont contribué forcément à sa visibilité, et d'un point de vue strictement institutionnel, au fait que les études théâtrales ont pu se pencher sur le théâtre de Genet, plus spécifiquement, en plus des études littéraires. Les causes symboliques, ça va être plutôt en fait les deux personnes qui ont vraiment introduit Genet, d'abord dans le milieu littéraire, c'est-à-dire Cocteau, puis dans le milieu universitaire, c'est-à-dire Sartre, et qui, l'un comme l'autre, dans une espèce de lecture rétrospective de son œuvre, vont dévaluer la poésie. Or Edmund White, qui, je le disais dans mon introduction, dans ma première partie, et qui est le biographe le plus connu de Genet, reprend exactement et presque mot pour mot les arguments de Sartre sur la poésie de Genet pour la dévaluer. Donc il ne va pas lui faire beaucoup de bien non plus. Et enfin, en termes de cause symbolique, on peut aussi avoir la doxa moderniste qui fait de la poésie
le pôle expérimental de la littérature. Or, la poésie de Genet, qui se situe dans une période d'avant-garde, n'est absolument pas expérimentale. Mais en fait, on peut toujours trouver des causes supplémentaires qui se superposent les unes aux autres, et j'ai eu le très grand bonheur d'accueillir dans cette vidéo Mark Spitzer, le traducteur vers l'anglais de Jean Genet. Il est américain, et en 1994, il a traduit vers l'anglais l'ensemble de la poésie de Jean Genet. Et je lui laisse la parole. Bonjour, I'm Mark Spitzer, an American creative writing professor as well as a translator of Jean Genet, Georges Bataille, Louis-Ferdinand Céline, Arthur Rimbaud, and Blaise Cendrars. When I first discovered the poetry of Genet, I was a graduate student at the University of Colorado, working as a security guard in the university library. I wasn't a very good security guard. I spent most of my time searching the shelves for books that were of interest to me. I'd read some novels by Genet, so when I stumbled upon Stephen Finch's bilingual edition of poetry by the notorious poet Thief, I was definitely interested. I'd been translating French comic books for years just to know what Superman had to say à la française, so I had the basic reading skills to see that the English translations of Genet's verse were très horrible. Flowery language was inserted where such sentiments did not exist, and the translator took a lot of liberties that sacrificed what was literally there for what he desired to be there. Genet had been misrepresented, and this pissed me off. Then came the point in my program that I had to take an intensive summer language course to satisfy the foreign language requirement for my degree. I found myself in a French class trying to read and write about moms and dads and cats and dogs. What I really wanted to do was translate Genet's poetry the way it should have been translated in the first place, with attention to accurately reflecting the poet's intent. So I went to a French professor and asked to set up an independent study to translate Le Condamne à Mort, the first poem in the book, 20 pages of galley ships and pirates and guillotines and prisoners and violence and sex that held my interest a lot more than Philippe et à la piscine. Thus began a translation process that took 20 years to complete. After translating the first poem, I couldn't stop. I had to do the rest, and so I did. I'd write a line of French in a notebook, then do my guesswork under that with the aid of dictionaries, verb books, and specialized idiom books. Then I'd take those drafts to native speakers, who I paid by the hour to sit down with me and tell me what I got wrong. This grueling process took months, but I was beginning to learn through trial and error. Then I decided to get even more serious, so I drove all over the United States, stopping at special collections and archives and libraries that had rare translations of the poems in obscure literary journals. This allowed me to see how others had approached the tasks so that I could take a different track. I then sold my van for $600, flew to Paris, ran out of money, and found myself at the English language bookstore Shakespeare and Company across the Seine from Notre Dame. When I told the proprietor, George Whitman, that I'd come to France to translate Genet, he gave me a bed and space to translate. Living on the left bank, I was able to easily access the Sorbonne and Pompidou libraries, the Bibliothèque Nationale, and the IMEC archives, where Genet's chronologist Albert Duchy introduced me to Edmund White, who had just published the quintessential biographical study of Genet. Edmund White offered his expertise and helped me translate Genet's first and second poem, which made up half the book. And I also began working with various scholars and language experts who stopped by the bookstore. During this process, I realized that just because a translator feels a connection with a poet and wants to think that this connection provides license to take liberties, that's bullshit. What's more important is being objective, knowing every possibility, and considering things from a reader's perspective and picking words that will make the most aesthetically consistent and cohesive whole. Then, even after that process came another process, the process of revising for the next 17 years while continuing to consult experts, hire native speakers, and immersing myself in researching lost gay prison slang from the 1940s. As for the lack of academic recognition Genet's poetry has received, I'd say that that's the way it has to be. The poetry was basically plagiarized from poets like Rimbaud and strung together with a juvenile attention to rhyme schemes. Still, that first poem caught the eye of Jean Cocteau, who put together a petition to the President of France signed by the most elite writers of the Académie Française, which got Genet released from a life sentence in prison. This also got Genet noticed by Sartre, who wrote a book celebrating Genet's genius. Because of these factors, Genet was able to get published by Editions Gallimard,
become recognized as a revolutionary voice, and move on to more powerful work, like his novels and plays. But the nonfiction essays, that's Genet's most important work. If Genet wouldn't have dabbled in poetry during his formative years as a writer, he wouldn't have been able to have advanced through the genres to his most groundbreaking stylistic voice, which I'd say is in Prisoner of Love, due to its in-depth reflections on human rights through a lens of critical theory, supported by a controlled language that he couldn't have developed to the extent that he did if he hadn't practiced his inferior poetics for years as a majorly historic, extremely accomplished, failed poet known for highly graphic prison porn. Meaning Genet's poetry was necessary. It wasn't his greatest work, but it was colorful and full of spirit, and it provides insight into who Genet was and who he became and why. Merci beaucoup. À l'époque où j'ai écrit mon mémoire, je n'avais pas encore sollicité Mark Spitzer et je m'étais contentée d'aller voir ce qu'il avait écrit sur son blog. Il avait écrit des choses très intéressantes. D'ailleurs, le youtubeur Tanner45 avait mis en commentaire de mon introduction que, effectivement, quand on cherchait la poésie de Genet en ligne, on trouvait sur le blog de Mark Spitzer l'intégralité de la poésie de Genet, en anglais du coup, chose qu'on ne trouve pas du tout en français. Et ça, c'est rigolo. Enfin bref, sur son site, Mark Spitzer expliquait que quand il avait traduit la poésie de Genet, il existait quelques petites traductions, souvent des morceaux, mais qui souffraient de deux travers qui, selon lui, avaient pu infléchir la réception de cette poésie pour le public anglophone. Premier travers, des traducteurs qui avaient accentué la dimension érotique homosexuelle pour un public lettré homosexuel. Deuxième travers, l'inverse en fait, des espèces de traductions-réécritures qui tempéraient la charge érotique de la poésie de Genet. Donc, pendant très longtemps, et jusqu'en 1994, le public anglophone n'a pas vraiment eu accès à cette poésie-là. Or, les études genétiennes se sont beaucoup développées aux États-Unis. Résumons, 3 types de causes peuvent avoir joué dans la réception défavorable de la poésie de Genet. Des causes matérielles qui tiennent en fait vraiment à l'histoire de l'édition de la poésie de Genet, à des choix éditoriaux et en fait aussi à des questions de chronologie dans l'œuvre. Ça, c'est la première chose. Des causes symboliques qui tiennent à un certain état du champ poétique à l'époque où Genet écrit, mais aussi aux personnes qui vont l'introduire dans le champ littéraire universitaire et qui vont dévaluer cette poésie. Enfin, des causes qui vont être liées à des questions de traduction et qui tiennent au statut paradoxal de la poésie de Genet, à la fois poésie érotique et poésie savante. Et on se retrouvera du coup dans un 3e épisode de cette série où je vais plus particulièrement parler de la poésie de Genet, et